Bienvenue à cette soirée Philo-Sciences dont le thème ce soir est le mythe de l'urgence climatique. Alors, une soirée philo qui promet sujet très intéressant et pour ce faire et pour pouvoir nous instruire, pouvoir s'amuser et pouvoir partager, je vais vous présenter le conférencier qui est un ami à moi, c'est qui est un guide extraordinaire, qui est rempli d'amour, rempli de sagesse, rempli de disponibilité et de connaissance. Donc, je parle bien sûr de notre ami André Julien, qui va nous entretenir de ce sujet, qui va nous présenter aussi des vidéos, des documents audiovisuels qui vont nous permettre de mieux comprendre ce sujet, de démystifier ce mythe. Et il va y avoir aussi une période d'échange et de questions vers la fin. Donc, merci d'être là, les amis. C'est très apprécié. Alors, sans plus attendre, alors, mon cher André, je te cède le micro. Alors, bonjour à tous. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. Wow, des beaux sourires, des belles consciences. Hein? On est précieux dans l'humanité. Il n'y en a pas beaucoup qui sont allumés, je vais vous dire ça, mais ça s'allume de plus en plus grâce à tout ce qu'on fait. Alors, ce soir, je vais aborder un sujet que moi qui m'est un peu cher parce qu'avec ma formation en génie, j'ai étudié beaucoup la thermodynamique, puis les échanges de chaleur, puis tout ça. Alors, j'ai pu voir très tôt que toute la manipulation qu'il y a là-dedans, fait que je vais vous en faire part un petit peu. Puis, je vous ferai pas. Je vais essayer d'être le plus simple possible parce que c'est compliqué un peu la thermodynamique et les échanges de chaleur, mais moi, mon but, c'est de vous faire réfléchir, c'est pas de convaincre personne, mais nous, on sait comme Raélien, Maître Anne, étant le messager des Élohim, ben, il nous dit à l'avance des trucs qui sont de la manipulation. Hein? Puis l'effet de l'urgence climatique, ben, c'est de la manipulation. Maître Travail en a parlé souvent. Hein? Il partage beaucoup de trucs là-dessus. Puis c'est des peurs faites pour contrôler le monde, alors que c'est tout basé sur des trucs fantoches. Scientifiquement, c'est peu solide. Alors, je vais vous partager des trucs, je pense, intéressants ce soir sur différents aspects de ce sujet-là. Alors, ce que je peux faire, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Je vais minimiser cet écran-là. Je vais vous partager une petite présentation. OK, comme ça va aller mieux. Alors, share screen. Est-ce que vous voyez un écran vert? Faites juste un signe de la tête. Oui, il est plein. Bon, c'est bon. Puis si je promène ma souris dessus, est-ce que vous voyez un petit curseur se promener? Oui, c'est bon. On va y aller avec ça. Alors, le mythe de l'urgence climatique, j'avais écrit un petit papier sur une page que je partageais sur les réseaux sociaux, que je vais vous en parler à la fin. Ça s'appelait le mythe du CO2. Puis, c'était très dense. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient, mais il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé avec ça. Mais ce qui m'a donné l'idée, j'ai fait des calculs et tout pour essayer de voir comment je pourrais démantibuler un peu cette affaire-là. Alors, le climat, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Même les meilleurs modèles de superordinateurs ne sont pas capables de le prédire. Puis d'ailleurs, il y a des scientifiques que je vais vous montrer un peu vers la fin qui le disent ouvertement. Les modèles ne sont pas capables de prédire. Hein? Ils ne sont pas capables de prédire la météo comme il faut pour la journée, puis là, ils disent qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans. Hein? Fait que c'est une prétention de connaissances qu'ils n'ont pas. Mais en fait, souvent, ce n'est pas les scientifiques qui disent ça, qui disent, c'est des politiciens, des médias qui prétendent savoir ce qui va s'en venir, où il y a des gens payés qui, grassement par des intérêts privés, qui vont dire ça parce que on peut acheter n'importe quel scientifique pour dire n'importe quoi. On l'a vu avec le COVID, puis le vaccin, que tout le monde a son prix peut se racheter, sauf quelques rares, purs et durs, comme les Raéliens.
qui ne sont pas achetables parce que nous, c'est l'amour qui triomphe et la vérité. Alors, on va voir qu'avant tout, c'est une propagande politique et médiatique. Hein? Euh, L'urgence climatique, ils appelaient ça le réchauffement climatique au début. Après ça, vu que c'était plus ou moins clair qu'il y avait du réchauffement parce que ça changeait d'une année à l'autre, ben là, ils ont changé pour les changements climatiques. Puis là, ils ont changé pour l'urgence climatique. Puis là, il y a de la publicité payée par le gouvernement à gros prix pour nous faire peur. Ça a commencé en 2001 avec Al Gore, qui était un politicien, il était vice-président américain, que lui, il avait perdu ses élections, en fait, il s'est fait voler par George Bush. Il y a toute une magouille derrière ça que je n'irai pas là-dedans, mais fait que lui, ils ont donné un job. Tiens, toi, tu vas t'occuper de notre prochain projet. Il faut vendre au peuple de la Terre que le CO2, c'est ça qui fait qu'il y a des changements climatiques. Donc, il faut changer toute l'économie, tout faire peur au monde. Donc, il y avait beaucoup d'argent, puis on lui a même donné un prix Nobel en 2007, un prix Nobel de la paix, alors que lui, c'est un politicien, puis il essaie de vendre des trucs scientifiques. Puis là, il essaie de nous vendre que c'est un consensus, que c'était totalement bidon, ça n'existe pas un consensus scientifique. Puis là, dans les dernières années, c'est le Forum économique mondial qui a pris ça. Puis là, ils font chanter les gouvernements où ils leur donnent de l'argent pour que les gouvernements embarquent tout là-dedans, puis qu'ils fassent des grosses publicités. La jeune Greta Thunberg, qui est devenue une porte-parole, encore là, il y a beaucoup d'argent derrière, hein, pour dire aller chercher la jeunesse. Puis c'est toute de la propagande. Les médias ont une seule voix là-dessus. Vous regardez les grands médias, ils disent toutes la même chose. Puis il n'y a jamais de débat, puis il interviewe jamais un scientifique qui va dire que ça ne marche pas. Non, non, non. C'est sûr, ils sont payés à dire l'agenda, le narratif officiel. Alors, puis ça, je vais vous montrer un petit quelque chose d'intéressant dans la prochaine slide là-dessus. La, ils ont essayé de nous faire croire que c'est un consensus scientifique, c'est une illusion. Ça n'existe pas. De toute façon, la science, c'est pas une démocratie, ça ne va pas au plus grand nombre de votes. C'est vrai ou c'est faux. Une théorie est vraie, basée sur des faits indéniables ou c'est faux. C'est pas question d'opinion. Moi, j'y crois. Non, c'est pas de la croyance, la science, la vraie science. Alors là, tout ce qui ont sorti puis qui sortent encore, puis vous voyez ça dans les annonces, ceux qui écoutent le hockey du Canadien, il y a beaucoup d'annonces de ça, du gouvernement canadien pour faire peur au monde. Ah, moi, je suis inquiet des changements climatiques. Puis là, ils font des taxes au carbone, puis les compagnies de papier de toilette, ils disent que nous, on est carboneutre, parce qu'on plante autant d'arbres qu'on en tue. C'est tout. C'est Totamo Baka, comme Maître dit en japonais, c'est complètement stupide tout ça. La réduction des gaz à effet de serre, le CO2, c'est de la bouillie pour les chats. On a besoin de la génocratie. Là, c'est les médias et les politiciens qui connaissent rien à la science qui nous vendent un agenda avec de l'argent derrière. Les Elohim nous avaient déjà prévenu dans les messages en 1973 ou 1975, le message donné par les extraterrestres fait confiance aux scientifiques qui ne sont pas manipulés par des intérêts financiers et seulement ceux-là. Le problème, c'est que tout le monde, il faut qu'il gagne sa vie. Alors, presque tous les scientifiques, euh, ils sont sujets d'avoir de l'argent. Mais il y en a qui sont prêts à dire des faussetés, n'importe quoi, pour plus d'argent. Mais si on veut savoir comment le monde fonctionne, en anglais, ils disent follow the money. Allez voir qui paye derrière. Puis vous allez voir que souvent, on peut voir que ça mine la crédibilité. On le voit, on l'a vu beaucoup avec le COVID. Le COVID, les vaccins sur le COVID, il y a beaucoup d'argent de Big Pharma derrière. Alors, les médias et les pharmaciens, les publicités, les grosses compagnies pharmaceutiques, les gouvernements nous disent tout de la bullshit, puis ils cachent la vérité, ils ne veulent pas qu'on la sache. Il y a trop d'argent derrière. Mais c'est la même chose avec le chantage
la propagande sur le réchauffement climatique. Puis là, on va voir quelque chose d'intéressant. Il y a un petit groupe aux États-Unis qui s'appelle Project Veritas. Je pense que ça a changé de nom maintenant parce que le gars, il s'est fait mettre dehors, il était trop dérangeant, fait que là, il a créé une autre compagnie. Puis lui, c'est un journaliste un petit peu agressif. Puis lui, il va interviewer des gens importants dans les grosses corporations pour dévoiler des secrets. Fait que là, il devient ami avec eux autres, il devient comme incognito, puis là, il leur fait révéler des choses, puis après ça, il publie ça. Puis là, il y en a un directeur à CNN, là, qui est un réseau comme RDI, si vous voulez, aux États-Unis, qui a un des directeurs, il s'est fait attraper par Projet Veritas, puis il a admis officiellement en secret que, bon, au début, leur mandat, c'était d'empêcher Trump de se faire élire. Puis là, après ça, là, il y a eu le COVID, c'est de faire peur aux gens sur le COVID pour qu'ils se fassent vacciner. Puis après ça, puis aussi, aux États-Unis, c'était aussi pour permettre que les gens n'aillent pas voter, ils votent par correspondance, comme ça permettait d'envoyer plein de faux votes, tout préparé d'avance dans les bureaux de vote, puis passer ça sur les gens. Fait que c'était de la fraude électorale, évidemment. Mais pour revenir au climat, là, le gars, il dit clairement que c'est le narratif de CNN que là, maintenant, on va passer à faire peur aux gens sur le climat parce que là, le COVID ne fait plus peur. Là, il faut passer à la prochaine campagne. Alors, vous voyez, ils ont toujours un agenda derrière. C'est tout préplanifié. Fait que là, qui possède CNN? Bien, c'est des grands milliardaires qui roulent le monde. Alors, c'est comme ça que le monde fonctionne. Puis, il y a une partie des messages, page 144, un petit paragraphe magnifique. Les élèves nous avaient prévenu de ça. Ils parlaient de la télévision, l'accessoire le plus important que vous avez pour vous aider à atteindre une paix universelle durable, c'est la télévision, véritable conscience planétaire. Puis là, à la fin, ils disent, il faut évidemment faire attention que ce merveilleux organe de diffusion et de communication ne tombe pas entre les mains de personnes s'en servant pour conditionner les foules en orientant l'information. Bien, c'est exactement ça qu'on vit depuis plusieurs années, mais encore plus accéléré depuis le COVID, depuis les vaccins, depuis les guerres, dans les temps des guerres de Bush, c'était la même chose. La guerre en Syrie, les guerres en Irak et tout, en Afghanistan. Et là, maintenant, c'était pour nous faire peur de Trump, parce que Trump, lui, il se combat cette manigance des pouvoirs en place. Puis, euh, le, le COVID, puis le réchauffement climatique, c'est tout dans le même narratif du Forum économique mondial, de ceux qui dirigent. Puis les Élohim nous avaient prévenus de ça. Puis là, ils parlaient de la télévision en 1973 parce qu'on n'avait pas découvert l'Internet encore. Mais Maitreya, dans le livre Au clonage humain, a dit qu'il pense que les Élohim parlaient vraiment plus de l'Internet parce qu'on ne l'avait pas découvert, fait qu'ils ont parlé de la télévision. De moins en moins de gens écoutent la télévision, mais ils vont sur l'Internet. Puis l'Internet aussi, ils essayent de le contrôler, mais c'est moins facile que la télévision. Ils contrôlent tous les postes, les gros postes de télé, mais ils ne contrôlent pas tous les gros postes d'Internet maintenant. Ils contrôlent Facebook, ils contrôlaient Twitter, X, mais maintenant que Elon Musk l'a acheté, ils ne le contrôlent plus. Alors, on peut voir tout l'autre point de vue qui est caché, puis faire sa propre idée, qui est merveilleux, en fait. Fait que peut-être, Simon, tu peux, je vais arrêter de partager mon écran, puis jouer une petite vidéo de 2 minutes 30 qui est en anglais, où on écoute ce gars-là, puis je vais faire un petit résumé après en français pour ceux qui ont de la misère à comprendre. I think we got him through this term. We would always show shots of him jogging, him in aviator shades, and like you paint him as a young geriatric. We were creating a story there that we didn't know anything about. You know, we were
that's I think that's propaganda. Look what we did. We got Trump out. I am 100% going to say it, and I 100% believe it. That if it wasn't for CNN, I don't know that Trump would have got voted out. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. Do you think it's going to be just like a lot of like fear, like climate? Yeah, fear sells. Fear sells. No one ever says those things out loud, but it's obvious. For years, we've heard that CNN is the most trusted name in news, but a CNN director is on tape telling us that they're propaganda, helping a certain political candidate, employees admitting what we've always known to be true. Trump was, I don't know, like his hand was shaking or whatever like that. We brought in like so many medical people to like all tell a story that like it was all speculation. That he was like neurological damage, like that he was losing it, he's unfit to, you know, whatever. We were creating a story there that we didn't know anything about. You know, I think there's just like a COVID fatigue. So like whenever a new story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced inner office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate. It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. Who decides that? The head of the network, like just Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. Climate change is going to be the next COVID thing for CNN. We're gonna hone it. Focus on. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was. And that's the question, Mr. Zucker. Why is it so important to hide the truth of what you're really trying to do? OK, merci Simon. Est-ce que vous avez compris l'essentiel qui était de montrer que, en fait, qu'ils ont un agenda toujours, puis à l'époque, c'était empêcher que Trump gagne les élections de 2020. Puis après ça, c'était, là, on va passer au prochain, c'est le climat, faire peur aux gens du climat. C'est tout, ça n'a rien à voir avec la vérité et les nouvelles, là. Ça vient d'en haut. Ah, c'est ça qu'il faut faire la propagande de, c'est des agents de propagande. Mais ça, c'est pas juste vrai pour CNN, c'est vrai pour Fox News, pour CNBC, ABC, CBS aux États-Unis, Radio-Canada, RDI, TVA, LCN. En France, c'est pareil avec BFM TV et tout. C'est ça maintenant, les médias. C'est possédé par des milliardaires, puis ils envoient les lignes directrices, puis c'est d'agents de propagande, comme les médias, comme les Elohim, à la page 144. Je vais partager mon écran. Comme les Elohim, hein, la page 144, vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Ben, il nous disait, il faut faire attention que c'est un merveilleux organe. Ben, l'humanité est rendue là. C'était arnaqué. C'est de même depuis beaucoup d'années, mais c'est de plus en plus évident, puis les gens peuvent s'en apercevoir. Mais grâce à l'Internet, puis à des Elon Musk qui libèrent Twitter, ben, on peut aller écouter ces vidéos-là, parce qu'avant, toutes ces vidéos-là, c'était caché. Personne ne pouvait les voir. Puis là, les gens partageaient ça sur YouTube, puis YouTube les enlevait. Fait que c'était censuré. YouTube, ça fait partie à Google. Google, ça fait partie de l'État profond, tout comme ces grands médias-là. Facebook, c'est pareil. Mais là, Twitter, Elon Musk, il ne fait pas partie de ce groupe-là. Fait qu'il a libéré. Fait qu'on peut voir des vidéos dans ce genre-là. Fait que là, on peut prendre notre propre opinion. C'est ça qui va peut-être permettre, selon moi, qu'on fasse la révolution, la paix, triompher la paix sur la terre puis accueillir les Elohim. Mais ça reste à voir. Je ne suis pas un devin. On va parler un petit peu de CO2. Là, on va essayer de monter un petit peu de coche, aller au niveau scientifique. J'espère pas trop vous perdre là-dedans. Mais le CO2, là, c'est une nourriture pour les plantes. C'est bon. Puis la quantité dans l'atmosphère du CO2, là, hein, l'atmosphère autour de la Terre, c'est 78% d'azote. Nitrogène, c'est azote. Hein? Puis il y a 20,9% d'oxygène.
puis il y a 0,93 d'argon qui est un gaz inerte. Le CO2, c'est 0,04 hein, c'est gros de même comparé à tout le bloc. Là. OK? Puis, dans les 100 dernières années, ça a augmenté de 0,009 hein, donc, mettons, j'arrondis 0,01 ça a augmenté de 0,01 de toute la masse de l'atmosphère. Bon, en thermodynamique, tout est proportionnel au nombre de molécules ou à la masse des molécules. OK? Parce qu'il y en a il y en a déjà qui m'ont sorti, même des gens avec des diplômes qui ne comprennent pas grand-chose. Ils disent, ouais, mais ça n'a pas besoin d'être un gros pourcentage. C'est comme si tu manges du poison, du poison de serpent ou du curare, ben là, tu peux mourir. Ben, ça, ce n'est pas un effet thermodynamique, c'est un effet biologique. C'est des substances, des molécules qui vont agir sur notre système nerveux, puis qui vont arrêter la respiration, ou ils vont arrêter le cœur, ou des trucs comme ça. Alors, ça n'a rien à voir, là. C'est comme si on met un petit quelque chose dans un programme d'ordinateur, une clé qui va arrêter le programme de fonctionner. Ça, c'est un effet biologique. En thermodynamique, en chaleur, en climat, c'est proportionnel au nombre de molécules. Ça n'a aucun effet biologique, là. Alors, si on voudrait changer, mettons, de la température moyenne de l'air, mettons, été-hiver, partout sur la planète, c'est environ 15 degrés Celsius. Si on met ça en degrés absolus, parce qu'en science, il faut travailler avec des degrés absolus, c'est 288. On rajoute 273 Celsius, ça donne 288 Kelvin. Si je prends 1 de ça, ça va donner 2,9 degrés Celsius. Fait que si, mettons, je voudrais montrer de 1 la température de l'atmosphère, ça serait 2,9 degrés Celsius. Donc, ce qui nous dit qui arrive, ben, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère a augmenté seulement de 0,01 ou 0,009 Fait qu'il y a un facteur 100 trop petit là, déjà. Là. Il y a déjà un petit problème. Là. C'est 100 fois plus petit. Mais il essaie de nous faire avaler ça. Bon, là, on va aller plus loin. Un peu de science pour les libres penseurs, là je vais aller un petit peu plus en science. Là. Les océans et l'atmosphère sont très liés thermodynamiquement. Thermodynamiquement, ça veut dire par la chaleur. Puis ça veut dire si l'air se réchauffe, ben, elle perd sa chaleur avec les océans, fait évaporer plus d'eau. Puis si l'atmosphère augmente en température, ben, les océans aussi augmentent, surtout en surface. Mais là, il y a des courants marins. Hein? Il y a les vagues en surface qui mélangent l'eau de surface qui est plus chaude avec l'eau plus profonde. Puis il y a aussi des courants marins qui font que l'eau froide remonte en surface, puis ça se mélange tout ça. Là. Alors, la capacité calorifique d'une masse quelconque de l'air, c'est la masse fois la chaleur spécifique fois la delta température. Fait que c'est ce que j'appelle masse fois CP delta T. Mais la masse de tous les océans, c'est 272 fois la masse de toute l'atmosphère de l'air. Puis la capacité, la chaleur spécifique de l'eau est 4,16 fois plus élevée que l'air. Fait que si je multiplie les deux, ça veut dire que la capacité calorifique des océans est plus de 1000 fois, 1133 fois celle de l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux monter de 1 degré Celsius la température moyenne de toute l'atmosphère, pour le faire, pour les océans, monter de 1 degré Celsius, il va falloir que je dépense 1133 plus d'énergie. Ça veut dire que si... Puis là, je n'ai pas tenu compte le sol là-dedans, parce que si, mettons, le rayon soleil, il chauffe l'atmosphère, il chauffe les océans, bien, il chauffe aussi le sol. Fait que là, le sol a une masse. Fait que lui aussi, il absorbe de l'énergie. Hein? Mais on va voir un peu comment ça marche, les bilans d'énergie du rayonnement à la prochaine slide. Mais en gros, ce que je veux montrer par ça, c'est si j'inclus l'atmosphère, il y a un problème de 100 fois plus petit que l'augmentation de CO2 dans les 100 dernières années. Mais si j'inclus les océans, là, j'ai un problème de 1000 fois
la masse de l'atmosphère. Fait que j'ai 100 fois 1000, ça fait 100 000. Fait que le problème, l'augmentation du CO2, là, c'est 100 000 fois trop petit pour avoir un effet significatif pour augmenter la température des océans puis de l'air. Puis si vous êtes, pour bien comprendre aussi que les océans puis la température de l'air sont liés, ben vous pouvez le voir en hiver, par exemple, dans les pays nordiques. Vous allez dans les États, mettons, Winnipeg, de Manitoba, puis central aux États-Unis, c'est très, très froid l'hiver. Ça va jusqu'à des moins 30, moins 40. Mais quand vous êtes sur la côte, comme à Vancouver, à la même latitude, ou dans les maritimes, à cause que les océans ont une grosse capacité thermique, ben le froid fait que ça garde l'air un peu plus chaud autour. C'est pour ça que sur les côtes, c'est toujours plus stable entre l'été et l'hiver qu'à l'intérieur des continents. C'est la même chose en Sibérie, par exemple. En Russie, ça devient très froid parce que c'est loin des océans, alors que sur la côte, c'est beaucoup plus tempéré parce que les océans, ils modulent. Fait que les deux sont très liés. Alors, tout ça pour dire, l'augmentation de CO2 dans l'air dans les 100 dernières années, c'est représente 100 000 fois trop petit pour augmenter, mettons, d'1% la température de l'air et de l'eau, des océans. Bon, on pourrait dire, oh, c'est pas tous les océans qui comptent. Prenez juste la surface des océans, 10%. Vous êtes quand même à 10 fois 100. On est un problème de 1000 fois trop petit. Alors, sans faire des calculs hyper compliqués, là, vous pouvez apprécier ce qu'on appelle les ordres de grandeur. 100 000, c'est 5 ordres de grandeur. Hein? Ben, quand quelque chose est 10 fois plus petit que l'autre, ben, c'est déjà pas très fort. Mais quand c'est 100 fois, 1%. Mais quand on parle de 100 000 fois, c'est comme 1 sou sur 1000 $. Hein? C'est pas beaucoup. Si votre loyer monte d'1 sou, ben, vous ne serez pas trop fâché s'il vous coûte 1000 $, puis il monte à 1000 $ et 1 sou, ben, c'est négligeable. Hein? Ben, c'est ça. Fait qu'on est, au niveau scientifique, là, ça ne tient pas la route, quel que soit leur modèle qu'ils prennent. Parce que déjà, par les ordres de grandeur, les scientifiques utilisent beaucoup ça, les ingénieurs utilisent beaucoup ça, les physiciens. Quand ils étudient un problème, dans l'infini, tout est interrelié. Mais pour étudier un problème, ce qu'on fait, on fait le calcul des ordres de grandeur comme ça, des choses, puis tous ceux-là qui sont loin, bon, on les néglige, on regarde des effets dominants au début. Ben, le CO2, au niveau thermodynamique du climat, c'est négligeable. Ça n'a pas d'impact. Comment ça marche? Qu'est-ce qui domine? C'est le rayonnement. Hein, c'est la radiation. Vous avez l'énergie solaire qui vient. C'est en anglais, là, mais je vais vous l'expliquer. Bon, 100%. Bon, en haut des nuages, là, il y a environ 1,6 kW par mètre carré. Ça, c'est l'énergie, la puissance solaire qui arrive sur la Terre. Bon, il y en a une partie qui est réfléchie par l'atmosphère, d'autres par les nuages. Il y a une partie qui est réfléchie par la surface de la Terre. Puis l'autre partie, ben, est absorbée par le sol, par l'air, puis par les océans. Elle chauffe l'eau, elle chauffe le sol, puis le sol, il chauffe la Terre par conduction, puis convection. Conduction, c'est quand vous touchez quelque chose de chaud, vous sentez que c'est chaud, ben ça, c'est la conduction. La convection, là, c'est comme par l'air, un courant d'air. Si vous mettez votre main sur de l'air chaud, ben, vous sentez que ça chauffe votre main, ben, ça, c'est de la convection. C'est des méthodes de transfert de chaleur. Mais le rayonnement, lui, il est toujours là. Mais des fois, il est plus petit, des fois, il est plus grand. Mais ce qui se passe, c'est que le jour, on gagne toute cette énergie-là. Fait que ça chauffe l'air. Il y a une partie qui est réfléchie, mais le gros chauffe l'air, les océans, la Terre. Mais la nuit, on réémet tout ça par rayonnement. Parce que le rayonnement, il est toujours là. Le rayonnement du soleil, il est dans ce qu'on appelle le visible. Hein? Des rayons ultraviolets, un peu d'infrarouge, mais il y a beaucoup du visible. C'est pour ça qu'on voit de la lumière, hein? De toutes les couleurs. Alors que
quand on est à basse température, ce qu'on émet, c'est de l'infrarouge. Puis nous, on émet de l'infrarouge. Notre température du corps est environ 40 degrés Celsius. Bien, si vous prenez une caméra infrarouge, vous allez voir, vous allez comme émettre de la lumière infrarouge. On peut le voir avec des instruments de captation infrarouge. Il y a même des petites lunettes maintenant pas chères pour 200 $. Vous pouvez acheter, vous voyez en infrarouge. La nuit, tous les animaux, vous pouvez les voir. Les plantes, c'est à température externe, ça émet pas beaucoup d'infrarouge, mais ça émet un petit peu, mais c'est plus bas encore. Fait que ça prendrait des équipements plus spéciaux pour voir les photons émis par les plantes. Mais les corps chauds en émet. Fait que ce qui se passe, c'est que tout le jour, la température de l'air le matin, mettons ces temps-ci, ici, est genre -5 Celsius, puis elle monte à 7, 10 degrés Celsius en fin d'après-midi. Puis là, quand le soleil commence à avoir un angle trop faible qui fait que le rayonnement solaire a très peu d'impact, ben là, ça commence à se refroidir. Puis toute la nuit, le sol qui est échauffé, les océans, l'air, réémet par infrarouge dans l'atmosphère, à l'infini, dans l'espace, réémet cette énergie-là qui fait qu'on va reperdre à peu près 10 à 15 degrés C. Pour le lendemain, on recommence. Parce que dans l'univers, là, les étoiles, les soleils, c'est très chaud, mais c'est petit par rapport à l'infini. La majorité de l'espace est autour de 4 degrés Kelvin. Ça, c'est moins 269 Celsius. Parce que c'est en Kelvin, c'est en absolu. C'est très, très froid. Fait qu'on émet. Fait que la nuit, on reçoit très peu d'énergie par radiation de l'infini. On reçoit beaucoup du soleil le jour, on en reçoit des quantités infimes des étoiles parce qu'ils sont très puissantes, mais sont très, très, très loin. Alors, ça baisse avec le carré de la distance. Alors, quand ils sont très loin, on ne reçoit presque rien. Quelques photons. Mais le soleil en envoie beaucoup. Le jour, mais la nuit, on réémet tout ça. C'est pour ça, si on ne perdait pas par rayonnement, bien, ça augmenterait à chaque jour avec le soleil, mais ça augmentait tout le temps. Mais non, ça redescend la nuit. Ça redescend la nuit. Oups. OK. Alors, ça redescend la nuit. Puis là, bon, c'est jamais constant, hein, parce que rien n'est constant. On va revenir là-dessus tantôt. C'est-à-dire que, mettons, quand le pic de l'hiver, le solstice d'hiver arrive le 21 décembre, au mois de janvier, là, c'est assez plat. Mais là, après ça, à chaque jour, on en gagne un peu plus qu'on en perd la nuit. C'est pour ça que la température moyenne se réchauffe à chaque jour. Mais c'est des petites quantités à chaque jour, qui fait que rendu en été, là, au 21 juin, là, on est au maximum. On a plus de chaleur qui rentre que de chaleur qui sort la nuit. C'est pour ça que la température monte l'été. Puis là, pendant un mois, c'est à peu près égal, qui fait qu'au mois de juillet, là, c'est les mois les plus chauds de l'année. Puis là, ça commence à refroidir. C'est-à-dire que le soleil augmente un petit peu moins le jour que ce qu'on perd la nuit. Pourquoi? Parce que ce qu'on a perdu la nuit, vu que la température moyenne des océans et de l'atmosphère a augmenté, bon, on a perdu plus par rayonnement. Et puis là, ça l'augmente. Fait que là, la température moyenne baisse. C'est pour ça qu'en hiver, dans les pays nordiques, ben, ça devient froid, puis là, ça augmente. Fait qu'à chaque jour, le bilan solaire fait qu'on gagne 10 à 15 degrés C, puis on le perd la nuit. Puis ça change aussi à chaque jour un petit peu, selon les saisons. Puis c'est selon la latitude d'où ce qu'on est. Dans les pays nordiques, on le voit beaucoup. Si vous êtes en Équateur, ça ne change presque pas. À l'année longue, c'est presque pareil tout le temps. Ça monte de 10-15 degrés C le jour. Ça a perdu la nuit par rayonnement. Ça, c'est dû à quoi? Ouais, OK. C'est dû à ce que la Terre est oblique, hein? Elle a un axe de rotation sur elle-même. Ce qui fait que quand on est je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là, quand l'axe de rotation est penché vers le Soleil, vous voyez que les pays du Nord, on a le Soleil plus directement.
Puis ça, vous le voyez quand vous êtes en été, là, puis vers midi, vous regardez le soleil, il est presque au-dessus de votre tête, à Montréal, mettons. C'est parce que là, l'axe est penché vers le soleil. Fait qu'on a les rayons de soleil directs. Alors, c'est pour ça qu'on a plus de chaleur qui vient. Alors qu'en hiver, on est de l'autre bord. Le l'angle est de l'autre bord. Qui fait que là, on a le rayon du soleil, il vient avec un angle très petit. Puis vous pouvez le voir si vous allez au mois de janvier, dehors à midi, puis vous regardez le soleil, il est presque au ras. Il est très bas en hauteur. L'été, il est au-dessus de votre tête, puis au mois de janvier, il est à peine en haut de l'horizon. Puis là, on est rendu au mois de mars. Si vous y allez, vous allez voir, il est quasiment entre les deux. C'est parce que là, la Terre tourne sur elle-même, puis elle tourne autour du Soleil en un an. Fait que cet axe-là, quand il est penché vers nous, ben, dans les pays nordiques, c'est plus chaud. En Australie, puis dans les pays australes, c'est plus froid, c'est leur hiver. Puis, vice-versa, quand on est en hiver, eux autres sont en été, parce que la Terre tourne sur elle-même sur 24 heures. OK? Ça, c'est l'effet massif qui explique les saisons. Hein? Mais là, on va aller un petit peu plus loin. C'est que le rayonnement, comme je vous disais tantôt, plus la température du corps est élevée, plus il va y mettre dans le visible. Fait que le soleil est environ 4000, 3 à 4000 Kelvin, fait qu'il émet dans les longueurs d'onde du visible beaucoup. Alors que nous, la Terre, on est en 15 Celsius, 288 en moyenne, en été plus chaud, en hiver un peu plus froid, ben, on émet des longueurs d'onde dans les micromètres. On émet dans l'infrarouge. Évidemment, plus c'est chaud, plus ça émet, parce que ça va à la température. L'intensité de rayonnement va à la température 4 en Kelvin. Exposant 4, ça veut dire à la puissance 4. Donc, plus c'est chaud, plus ça émet. Fait que le soleil est très, très chaud, fait qu'il émet beaucoup. Si on était à côté, on brûlerait, on s'évaporerait. Mais vu qu'on est très loin, ben là, on en reçoit juste une partie, vu que cette énergie-là, ben, elle baisse au carré de la distance. Fait qu'on est très loin. Puis vous pouvez le voir, des planètes comme Vénus sont très proches. Ben, l'atmosphère de Vénus est 200-300 degrés Celsius parce qu'elle est plus proche du Soleil. Puis Pluton, ben, c'est glacial. Puis même Mars, c'est en bas de 0 degré C. Je ne me rappelle plus c'est quoi Mars. Puis malgré que Mars, à 95% de son atmosphère, c'est du CO2 en passant. Mais tout ça pour dire que il y a un effet compensateur de ça. Parce que vu que le rayonnement, il est toujours là, fait que la Terre, elle irradie vers l'infini constamment. Puis le jour, le rayonnement solaire est tellement plus fort que ce qu'elle irradie que ça monte. Mais la nuit, il n'y a plus de gain solaire, fait que ça redescend. Puis si on augmentait la moyenne des océans puis de l'atmosphère de 1 degré C, vu que ça va à la température 4, ça augmenterait, ça passerait de 15 à 16 degrés C, mettons, 288 à 289 Kelvin. Si vous faites le ratio de ça, puis vous mettez ça à la puissance 4, ça augmenterait donc une augmentation de température de 0,35 augmenterait l'énergie perdue la nuit de 1,4 Donc, il y a un effet compensateur déjà. S'il y a quelque chose, mettons, on prend l'hypothèse que le CO2 augmenterait la température, ben, si elle augmente de 1 degré C, on va perdre 1,4 plus à chaque nuit. Alors, ce 1,4 là, c'est gros, là. C'est plus de 100 fois toute l'énergie du pétrole récoltée et brûlée en une journée. Fait que si on prend tout le pétrole qui est récolté partout dans le monde en une journée, puis on le brûle tout, c'est 100 fois plus petit que l'énergie que la Terre perdrait si sa température moyenne augmentait de 1 degré Celsius.
Fait que c'est comme un effet compensateur. Puis c'est ça qui fait aussi qu'en été, la température augmente, fait qu'on en perd un peu plus la nuit. Fait que vient un temps, passé le 21 juin, qu'on commence à en perdre plus. C'est pour ça que ça commence à redescendre au mois d'août. Les nuits sont fraîches, on en perd plus. Puis jusqu'au mois de janvier, puis là, on commence à regagner parce que là, on en perd moins vu que ça va être à la 4. Alors, il y a un effet compensateur. Le rayonnement fait que la Terre est très stable thermodynamiquement. Puis là, 1 degré C d'augmentation, c'est 1,4 d'énergie perdue à chaque jour. Là. C'est déjà 140 fois plus grand, 150 fois plus grand que l'augmentation du CO2 dans les 100 dernières années. Puis là, je ne prends même pas compte des océans, là, puis du sol. Fait que vous voyez, quand on fait un petit peu de calcul, sans que vous soyez des experts de thermodynamique puis d'échange de chaleur, les ordres de grandeur ne sont même pas proches. Quand les ordres de grandeur ne sont pas proches, là, ça ne donne rien de rajouter des petits effets qui changent de 5 ici, 1 là. T'es 100 000 fois off, mon ami, là, ça ne marche pas. Puis les Elohim dans les messages, ils nous l'ont expliqué à plusieurs endroits. Puis il y a des choses intéressantes, je vais vous parler des messages maintenant, qui nous montrent que il y a des trucs très intéressants. OK, oui. Alors, dans l'infini de l'espace et du temps, rien n'est inconstant, ni dans la matière, ni dans l'énergie. Hein? Ça apparaît 4-5 fois, ça, dans Accueillir les extraterrestres. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole des sommeurs, du sommeur, dans Matthieu, qui sont dans les messages à page 66. Hein, les Elohim parlent qui ont créé la vie au début, avant de créer sur la Terre, dans 3 mondes. Il y en a un que les oiseaux les ont dévorés. Ça, c'était les Elohim qui ont dit c'est trop proche, on enlève ça. Ensuite, ils sont venus dans la rocaille, mais au lever du soleil, elles ont été brûlées. Puis la troisième sont allées dans les épines. Ensuite, dans la bonne terre, bon. Puis là, il explique que la deuxième tentative faite sur une planète située trop près du soleil, de soleil trop chaud et dont les radiations nocives détruisirent la création. Autrement dit, au début, quand ils ont étudié la radiation du soleil-là, ça avait l'air correct. Mais vu que ça change dans le temps, ben là, ils se sont fait surprendre. Oh, ça a fini par, il y a des rayons nocifs qui arrivent où c'est trop chaud. Fait que là, quand ils ont créé la vie sur la Terre, vous vous rappelez, encore dans la Genèse 1,5, dans les messages, il y a un matin, un premier jour, il dit, ces études prirent pas mal de temps. Moi, ça m'a surpris quand il avait dit ça. Le jour correspond à la période pendant laquelle votre soleil se lève sous le même signe, le jour de l'équinoxe de printemps, soit 2000 ans terrestres environ. Moi, je me suis posé la question, comment ça se fait que ça a pris tellement de temps? Ben, je pense qu'il fallait qu'ils étudient mieux notre soleil parce qu'il y a des fluctuations d'émissions du soleil, des rayonnements qui émettent. Alors, il fallait que sur des cycles de plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, s'assurer que, OK, là, on comprend bien le rayonnement, ces fluctuations, donc on va désigner la vie en conséquence selon ça. Alors, ce qu'ils n'avaient pas fait la première fois, moi, c'est ce que je comprends de ça, que c'est mon interprétation, mais ça leur a pris 2000 ans avant qu'ils décident de créer la vie sur la Terre après l'avoir étudié comme il faut le deuxième coup. On sait déjà, nous, que le Soleil a des éruptions solaires, des solar flares, ce qu'on appelle en anglais. Vous avez des images ici qui ont été prises par des télescopes. Juste pour donner une idée, ça, c'est la grosseur de la Terre par rapport à un solar flare. OK? Puis ça, c'en est un qui ont pris, là, mais il y en a constamment plusieurs. Puis sur des centaines d'années, on ne sait pas ce que ça va changer. Puis le Soleil lui-même, il y a des réactions de thermonucléaire, de fusion à l'intérieur. Là, on ne sait pas. Là, on sait que le rayonnement qu'il nous envoie, c'est l'ordre de 1,6 kW par mètre carré, mais dans 100 ans, ça va être quoi? Dans 500 ans, ça va être quoi? On ne sait pas. Les Olympes, je pense qu'ils le savent maintenant. Mais nous,
on est très lilliputien dans notre science. Il y a un autre truc aussi, c'est que la position de la Terre versus le Soleil, elle change constamment. Hein? On l'a vu par la Terre qui tourne autour du Soleil, mais aussi, le Soleil est très attiré par, la Terre est très attirée par le Soleil. Vu que le Soleil est une grande masse, ben, c'est lui qui va prendre, qui est le gros, là, fait que c'est le petit qui va se faire attirer plus. Mais on a d'autres planètes comme Neptune, Saturne et Jupiter qui sont assez grosses, puis des fois, quand ils passent près du Soleil, ben, ils font bouger le centre du Soleil un petit peu. Fait que la distance entre le Soleil et la Terre, là, c'est jamais constant, ça bouge tout le temps aussi. Le Soleil, il tourne sur lui-même. Il y a des réactions thermonucléaires à l'intérieur, fait que son rayonnement change. Il y a des solar flares, fait que son rayonnement change. Alors, tout ça fait que rien n'est constant dans l'infini, dans l'espace et dans le temps, ni dans l'énergie, ni la matière, les élèves nous disent. Puis, il y a la précession des équinoxes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est à cause. Les élèves, ils parlent de ça le 2000 ans, là, qu'ils disent que c'est un jour. Moi, au début, je n'avais pas compris ça. Fait que j'ai fouillé, j'ai essayé de comprendre. C'est quoi ça, se lève sur le même signe le jour de l'équinoxe de printemps? Ben, je vais essayer de vous partager ça. Déjà, dans les messages en page 60, les anciens, hein, quand ils parlaient aux anciens, aux primitifs, nos ancêtres qui n'avaient pas de science, ben, wow, ils comptent le nombre des étoiles, ils les appellent toutes par leur nom. Il est grand, notre Seigneur, est très fort, son intelligence est incalculable. Bien, évidemment, nos ancêtres ne pouvaient pas comprendre ça. Fait que toutes les constellations qu'on connaît, là, qu'aujourd'hui, ça a été rapatrié par l'astrologie, qui est une fausse science, mais il y avait une base qui a été donnée par les Élohim. Toutes ces constellations-là, là, les 12 constellations du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, ça reliait des étoiles entre eux. Puis là, ils en ont fait des symboles pour que les primitifs puissent faire associer ça, mais ils divisaient la carte du ciel en 12. Mais là, maintenant, avec ça a commencé dans le temps des Grecs, mais même avant en Inde, en Chine aussi. Puis, moi, selon moi, c'est le signe du zodiaque, puis les constellations, c'était donné par les Elohim aux anciens, même s'ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Mais quand les Elohim disent 2000 ans, ça correspond quand le soleil à l'équinoxe du printemps se lève le même jour. L'équinoxe du printemps, ça veut dire le soleil la Terre a fait un tour autour du soleil, puis revenait à la même place. OK? Mais la Terre, elle tourne sur un axe. Mais cet axe-là, c'est comme une toupie. Je ne sais pas si vous vous rappelez une toupie, là. Si vous donnez une petite poussée sur une toupie, là, elle va faire ça, la toupie. Elle va tourner sur elle-même, puis son axe va se promener lentement. Vous pourrez le faire avec une toupie, là, n'importe quoi qui tourne beaucoup, là, vous donnez une petite poussée, puis là, hop, elle se met à tourner. Bien, ça, c'est ça la précession des équinoxes. Alors, cet axe-là là, de la Terre va faire un tour complet. Elle tourne sur elle-même en 24 heures, mais son axe, il va bouger très lentement. Il va faire un tour comme ça dans le ciel. Puis il va pointer à chaque 2000 ans. Sur 26 000 ans, il va faire un tour complet, 25 920. Si je prends 25 920 puis il y a 12 signes du zodiaque, ça fait 2160 ans. Là, on est très proche du 2000 ans des Elohim, là, qui disait que après 2000 ans, là, à l'équinoxe du printemps, il pointe dans un autre. Fait qu'au lieu de pointer dans lui, il pointe dans le prochain. C'est ça que ça veut dire, ça. Fait que quand il nous parlait un jour, ça correspondait à 2000 ans. Ça veut dire qu'il changeait de signe à l'équinoxe du printemps. Il change de signe du zodiaque que les Elohim nous ont donné. Fait qu'il va pointer là, puis 2000 ans après, il va pointer là environ. Bon, là, nos scientifiques pensent que c'est 25 920, mais vu que ça change dans le temps, peut-être que c'est plus proche de 24 000 ans, je ne sais pas. Un jour, on le saura peut-être. Mais faire un tour de l'équinoxe,
de précession des équinoxes, ça prend environ 2000 ans. Puis pourquoi ça fait ça? Ben, c'est parce que le soleil, il attire l'eau des océans, ça fait les marées, puis ça crée une excentricité de la Terre qui fait que ça lui donne un petit déséquilibre, un petit torque, là, qui fait que, un peu comme la toupie, ça lui fait donner une petite poussée qui fait que ça fait une précession de l'axe, mais une précession très, très lente. Sur 26 000 ans, ça va faire un tour. Alors, c'est ça, la précession des équinoxes. Ça, je voulais vous démystifier un petit peu ce passage des messages qui les Olympies nous ont donnés pour qu'on comprenne. Ça a pris donc 2000 ans à étudier le rayonnement solaire pour être sûr qu'ils comprennent bien comment il va varier dans le temps pour éclairer la Terre. Et puis, ben, ça correspond au signe du zodiaque. Là, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Donc, c'est bon. OK. Alors là, de plus en plus, les grands scientifiques, là, ils commencent à voir que c'est une propagande des médias et des gouvernements. Puis il y en a qui commencent à parler. Puis là, il y a même un groupe de 1600 scientifiques qui déclarent que l'urgence climatique est un mythe. Puis il y a plusieurs prix Nobel là-dedans. Des vrais scientifiques, là, des tops qui réfléchissent par eux-mêmes. Lui, là, ce monsieur-là qui s'appelle Dr. John F. Clauser, là, il a signé ce truc-là. Puis lui, c'est un prix Nobel. Puis il a signé ça. Puis il y a Dr. Freeman Dyson qui dit leur modèle d'ordinateur, c'est plein de fudge, des fudge factors qu'on appelle. C'est plein de. OK, vous voulez voir ça comme résultat? Tiens, on va modifier les gains de telle affaire pour montrer que tel effet est beaucoup plus important. Ils ne sont pas capables de prédire le climat. C'est trop complexe encore. Peut-être qu'on va y arriver un jour, mais ils ne sont pas capables. Puis là, il y en a un autre ici. C'est un autre monsieur, c'est pas le même que lui. C'est monsieur John Christie de Alabama University. Ah, nos modèles ne peuvent pas être... on ne peut pas se fier aux modèles. Puis là, il y a toutes sortes de données, des peurs qui sont des informations. Il y a des fausses courbes, il y a des datas qui sont cachées. Là, ils nous ont fait croire que, à chaque année, en hiver, la glace arctique augmente, puis en été, ben, ça fond. Puis là, évidemment, il y a une phase que pendant un certain nombre d'années, ça fondait un peu plus. Puis là, Al Gore, à l'époque, dit ça va tout fondre d'ici l'an 2000, je sais pas, 18, ça va avoir tout fondu en été. Alors, c'est de la bullshit. Parce que ça l'a fondu pendant un peu plus à chaque été que normal. Pendant une vingtaine d'années, 30 ans, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse fier aux chiffres parce qu'il y a beaucoup de propagande là-dedans. Mais ça a commencé à remonter après un certain temps. Puis, pendant que ça diminuait en Arctique, ça a augmenté en Antarctique pendant 15-20 ans en Antarctique. La glaciation augmentait un peu plus à chaque été, là, à chaque hiver, ça augmentait, puis à chaque été, là-bas, ça diminuait moins. Fait que la calotte glaciaire en Antarctique, elle a augmenté pendant longtemps. Là, elle recommence à diminuer un petit peu. Fait que tout ça pour dire, on ne peut pas se fier aux médias, mais les grands scientifiques, les vrais, ceux-là qui ne sont pas contrôlés par l'argent, ils le disent ouvertement. Lui, il dit « I just think they don't understand the climate. The computer models are full of fudge factors. » Hein? Je pense qu'ils ne comprennent pas le climat. Leur modèle d'ordinateur sont pleins de facteurs complètement aléatoires, qui arbitraires. Alors, en gros, c'est ça que je voulais vous partager. Donc là, bientôt, on va vous donner la parole. Mais je voulais vous partager une petite anecdote intéressante, que moi j'ai trouvé intéressante. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent François Ducrot. C'est un Français très populaire. Je pense que il est assez riche, ou il y a des compagnies ou quelque chose. Puis sur une page, des fois, moi, j'avais fait un petit article d'une page. Moi, j'aime ça quand c'est
dense et tout est là sur une page, parce que si je fais ça sur plusieurs pages, personne ne va le regarder. Si je fais une vidéo de 10 minutes, personne ne va la regarder. Mais si c'est sur une page, ben là, c'est plus concis, mais c'est plus difficile à comprendre. Évidemment, je peux moins mettre d'explications. Mais j'avais mis ce que je vous ai expliqué un peu en détail. J'avais mis un genre de résumé là-dessus, puis je l'avais publié sur des places qui parlaient que le réchauffement climatique et il y a des scientifiques qui commencent à en douter, tout ça. Fait que, il y a des gens qui partageaient ça. Moi, je mettais un commentaire, puis je mettais mon truc. Ben, François Ducrot, il a vu ça, il a tellement aimé ça qu'il l'a lui-même partagé sur Facebook, sur X, sur Twitter, excusez-moi. Puis il a rajouté ce commentaire-là: aucun scientifique, aucun ayant étudié un peu la thermodynamique ne peut soutenir que le CO2 est à l'origine du réchauffement climatique. Je mets au défi n'importe quel membre du GIEC, qui est un petit peu le gouvernement du français là, qui fait peur au monde avec le réchauffement climatique. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi, de remettre en cause la démonstration qui suit. Puis lui, il a beaucoup aimé ça. Puis son post, il y a eu 207 000 vues. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais passé proche de ça, là. C'est en français en plus. Moi, j'œuvre plus en anglais parce que ils nous connaissent encore moins, le mouvement aérien. Fait que, puis 1000 likes. Fait que ça, tu vois, fait que ça, c'est pour une dernière petite parenthèse. Moi, c'est ma méthode que je fais, vu que sur Facebook, on est shadow ban, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui font qu'il y a juste des Raéliens qui voient nos trucs. Fait que quand on diffuse, on partage des trucs sur Facebook, c'est pour les Raéliens, c'est pas mauvais, on s'aime beaucoup, mais si on veut diffuser aux non-Raéliens, Facebook, ça marche pas. Il faut aller sur Twitter, c'est bon, mais sur Twitter, on a 300 amis, 500 amis. Moi, j'ai 4800 amis sur Facebook, puis quand je partage des trucs, il y a juste quelques Raéliens qui like. Parce que les autres ne les voient pas, parce que les algorithmes les bloquent, parce que Facebook ne veut pas qu'on soit super connu, parce qu'on est dans la liste des groupes qu'il ne faut pas qu'on soit connu. Hein, même chose sur YouTube. Vous allez sur Google, hein, Google puis YouTube, c'est Google possède YouTube. Vous allez chercher Raelian Movement, mouvement raélien sur Google. Sur la première page, là, vous allez voir juste de la merde. Si le site du mouvement raélien puis des trucs positifs, ça va être dans les deuxième, troisième pages, quatrième page peut-être. Vous allez un moteur de recherche plus neutre comme DuckDuckGo ou moi j'utilise Brave. Ben là, vous allez voir, notre site va être peut-être la quatrième, rael.org, il va être là dans les top 5 ou top 10. Parce que ce n'est pas censuré par des algorithmes. Alors, Google, Facebook, ils nous censurent. Alors, quand vous allez sur Twitter, surtout, mais vous pouvez le faire sur Facebook dans des groupes, allez sur des posts de quelqu'un qui montre une ouverture d'esprit sur un sujet quelconque, que nous, on peut amener un élément nouveau, que ce soit les ovnis, ou que ce soit les méditations, ou que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit n'importe quoi qui est proche de nos valeurs, des messages, ben, vous pouvez aller mettre un petit commentaire pour faire un lien à ce que la personne dit, puis nous, ce qu'on a amené, puis mettre le lien d'une vidéo. Moi, je l'ai fait pour ce truc-là, qui n'était pas raélien, qui était lié au réchauffement climatique, mais ça fait partie de l'éveil de la population. Mais je l'ai fait beaucoup sur une vidéo des 5 points en anglais, parce que je le fais beaucoup en anglais. Ben, en un an que j'ai fait ça, j'ai commencé à faire ça sur Twitter, aller sur les posts des gens, puis surtout sur les trucs d'UFO, puis dire que faire un lien, wow, il y a des UFO qui sont vrais, d'autres sont faux, mais le plus important, c'est le message, les éléments créés la vie sur la table. Puis là, je mettais le lien des 5 points que j'avais mis sur Rumble. On a un site Rumble. Puis vu que j'étais le seul à faire la promotion, je pouvais voir le nombre de gens qui allaient voir la vidéo grâce à mes posts. Puis si j'étais quelques jours sans en mettre, ben, le nombre de vues sur la vidéo ne montait pas. Mais en un an, là, sur cette vidéo-là, j'ai monté ça à 9800 vues. Ça, c'est des gens, pas des vues comme ça, qui ont vu que ça a apparu dans leur écran. C'est des gens qui ont vu, qui sont cliqués sur le lien de la vidéo pour aller sur Rumble, pour peut-être écouter la vidéo ou lire le résumé, l'écouter au complet ou partiellement, ou pas l'écouter, mais au moins, ils ont cliqué. Ben, 10 000.
parce qu'il y a d'autres vidéos aussi, j'ai fait un peu la promotion, si je somme toutes les vidéos, en un an, toute seule, par cette méthode-là, ben, j'ai attiré 10 000 personnes à aller voir nos vidéos, puis 99% c'est des non-reliens. Alors, si jamais ça vous intéresse de faire de la diffusion Internet que j'appelle active, plus efficace, ben, contactez-moi en privé, on pourra se faire un Zoom, je vais vous montrer comment ça se fait, c'est très simple. Puis vous pouvez mettre ça 5-10 minutes par jour, puis vous allez avoir un impact en tout cas sur les non-reliens. Mais tout ça, moi, j'ai assez parlé. Ben, la seule solution pour l'humanité pour nous faire entrer dans l'âge d'or, c'est la génocratie. Là, ce n'est pas la génocratie qui mène, c'est l'argent. L'argent qui contrôle les gouvernements, les médias, les pouvoirs de justice. C'est le bordel. Ça prend la révolution. J'ai confiance. Grâce à vous, on n'est pas beaucoup, mais on a une influence. Puis, il y en a d'autres qui se réveillent sur d'autres niveaux. Nous, on est éveillés sur l'ultime explication de nos origines, mais il y en a qui commencent à s'éveiller sur les fraudes électorales, sur le COVID, sur les vaccins, sur le réchauffement climatique, sur comment le monde est mené par l'argent. Alors, il y a de l'espoir. Alors, merci de votre attention, puis là, je suis ouvert à vos questions. Merci. Je vous aime. Ah oui, je vais enlever ça. Stop share. S'il y en a qui ont des questions, vous levez la main et Simon va vous débloquer votre micro. Alors, vous allez pouvoir poser votre question de façon sonore et non pas simplement dans le chat. Ah oui, en passant, c'est pas besoin d'être obligé sur le réchauffement climatique, ça peut être sur n'importe quoi. Question personnelle, n'importe quoi, moi, j'ai rien à cacher. OK, je vais mettre la main. Mais moi, j'ai levé ma main. Action. Vas-y, Denise. OK, OK, ben c'est ça. Il me dit, ben oui, j'ai levé ma main comme ça. Moi, j'aimerais ça savoir si c'est possible que tu organises un Zoom pour nous montrer, parce ben, Vital et moi, en tout cas, à tous les jours, autant que possible, on y va, puis on publie, puis on publie tout ce que Maitreya et même toi et quelques-uns, Léon, etc. Donc, qu'est-ce que tu as montré tantôt? J'aimerais ça le savoir. Est-ce que c'est possible d'organiser un Zoom, puis que tous ceux qui, au lieu de te déranger un à un? Oui, on peut organiser ça. J'essaie d'embarquer Stéphane, qui est le responsable de la diffusion Internet, à organiser ça, mais il est occupé là avec l'histoire de Netflix, là, qui a pris beaucoup d'énergie. Alors, envoyez, peut-être ça va m'aider, envoyez un message, un email à Stéphane pour lui dire on aimerait ça qu'André nous fasse un Zoom, puis que lui l'organise, puis moi, je vais vous le montrer si vous le faire en groupe. Mais je l'ai déjà fait individuellement à certaines personnes, mais oui, je pourrais le faire en groupe. Ce serait mieux, effectivement. Puis, mais c'est plus dans la juridiction de Stéphane. Moi, je le fais au niveau personnel, comme ma diffusion personnelle, puis je le fais un à un. Mais si on veut que ça soit officiel, ben, il faut passer par les responsables de la structure. Alors, moi, ce que je vous encourage, c'est envoyer un courriel à Stéphane, dire on a entendu parler des trucs d'André, on aimerait en savoir plus. Est-ce que tu peux organiser quelque chose? Puis là, si Stéphane veut organiser, ça va me faire plaisir. Jean-Claude? Vous m'entendez? Tu m'entends, André? Oui. Bon, ben écoute, André, d'abord, bravo pour ton exposé. Je trouve ça très intéressant, malgré toutes les données scientifiques, tu arrives à vulgariser, à nous faire comprendre un peu, d'appréhender un peu toute cette dimension scientifique par rapport à ce qui se passe sur la planète, le CO2 et bien d'autres choses. La première chose que je comprends, mais je le savais, mais je crois que tu peux confirmer qu'en fin de compte, notre planète, la Terre, elle est vivante. On est bien d'accord? Et que tu m'as fait penser à quelque chose aussi quand tu parlais de changement de température dans la même journée. Dans les déserts, il fait quelquefois jusqu'à 40 degrés Celsius. Puis moi, quand j'ai su ça, il y a longtemps de ça, puis la nuit, il fait -10.
Tu vois, ça correspond exactement à ce que tu disais, hein. Et puis, un dernier point aussi, quand tu parles un jour, c'est le temps d'une équinoxe, environ 2000 ans, mais c'est quand même clair que dans les messages, il est bien dit, le premier jour, Elohim fit ceci, deuxième jour, troisième jour, il y a eu 6 jours de création, donc les Elohim ont terminé leur création au bout de 12 000 ans. Autrement dit, et puis au bout de 12 000 ans, ben, ils se sont reposés, entre guillemets, comme on dit hein, dans les mauvaises Bibles. Donc, c'est bien 12 000 ans de création. Oui, merci Bien. Jean-Claude pour tes questions. Je vais essayer de m'en rappeler. Euh, D'abord, que la Terre est vivante, je te félicite pour ton exposé. Oui, ben, la Terre est vivante, ça, les élimes l'ont dit, mais Ouais, c'est ça. c'est pas une vie biologique, hein? C'est ça. C'est pas de l'ADN, c'est une Non, vie non, parce non. que il y a du fer en fusion, on pense, dans le centre de la Terre, puis il y a de la chaleur qui se dégage. C'est complexe, c'est qu'elle vit, puis un jour, peut-être, ça va tout se tarir. C'est comme le Soleil, il y a des vies, puis éventuellement, Ouais. ça explose. Puis on peut voir avec certains télescopes des supernovas, là, que c'est des explosions d'étoiles. Ouais, Donc, ouais. oui, oui, ils ont une vie, mais c'est pas une vie biologique. Non, C'est mais pas- elle c'est ça. réagit, elle réagit. Mais à l'intérieur de chaque atome dans la Ouais, c'est Terre, ça. évidemment, il y a des galaxies puis sur certaines de ces galaxies-là, dans ces galaxies-là, il y a des planètes qui ont de la vie biologique aussi dessus, ce que les Olympiens ont réussi à prouver. Nous, on n'est pas rendu là. Mais à ce niveau-là. Ensuite, ton deuxième volet, c'était. 6 jours de création, 12 000 ans. Oui, oui, c'est ça. Ben, ils ont pris 2000 ans juste à étudier le rayonnement du Soleil. Exactement, ouais, ouais. Puis le climat, avant de créer les premiers êtres vivants, puis ça leur a pris 12 000 ans pour créer tous les êtres vivants. Puis après ça, ils ont créé les humains, puis là, les troubles ont commencé pour eux. Là, ils ont arrêté de se reposer. Là. On n'était pas C'est ça. reposants. Mais on peut quand même dire que 25 000 ans plus tard, quand ils vont créer la vie sur cette planète, ça leur prend un peu moins de temps. Là, c'était leur première création. Ben, j'ai l'impression que il faut qu'ils étudient. Oui, ça prendra moins de temps pour créer toutes les autres Ah espèces, ouais. selon moi, mais il faut qu'ils étudient quand même le rayonnement du Ah oui, Soleil oui, oui. pendant peut-être 2000 ans. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais c'est ce qu'ils ont fait pour la Terre qu'ils nous disent. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis l'autre point, tu dis oui, dans les déserts du Sahara, ce qui se passe, c'est que le soleil chauffe aussi le sable. Alors, la Exact. surface du sable devient très, très chaude, puis qui fait que le rayonnement la nuit est encore plus fort parce que ça va à la température à exposant 4. Ouais. Alors, la nuit, le soleil devient très chaud et même il peut devenir beaucoup plus chaud que l'air. Fait qu'il peut atteindre, mettons, 100 degrés Celsius, qui fait qu'il perd encore beaucoup plus que si c'était de l'eau ou juste de l'air ou de l'herbe, mettons. De l'herbe, il garde ça frais, lui. Parce que lui, il absorbe les rayons, puis il prend du CO2, puis il fait des molécules avec ça, il fait des cellules. Alors, donc, oui, le sable fait que il augmente beaucoup plus l'été, puis le jour, puis en perd encore beaucoup plus la nuit. C'est pour ça qu'il y a des écarts de 10-15 degrés. Les autres, c'est genre 30, 40, 50 degrés. Je ne connais pas en détail, mais exactement. Dans la Rien même n'est journée. constant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon. Merci, Jean-Claude. OK. Je suis quand même impressionné qu'il y en a 31 participants, puis il y en a plusieurs qui sont deux, puis vous n'êtes pas encore endormis, vous n'avez pas quitté. Wow, là, je parlais d'un sujet pas facile, fait que j'ai dit, wow, ben, je suis content, merci. Peux-tu te reposer une autre question? Ben, Oh, oui, s'il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de Ouais. problème, Claude, mais je vois pas d'autres mains levées, alors vas-y pour une autre. En ce qui concerne les 12 signes du zodiaque, moi, j'ai déjà regardé le ciel, enfin, la carte du ciel avec les signes de zodiaque, avec des étoiles qui forment un chariot, qui forment ceci, enfin, tous les 12 signes. Euh, Qu'est-ce que c'est, quelle est l'utilité de ces signes-là par rapport à l'humanité? ben, Alors, moi, je pense, je sais qu'il y a l'astrologie, là, qui mystifie ça. Enfin, moi, ça, c'est autre chose, là. Et non pas pas l'astrologie. Oui, l'astrologie, les astrologues qui font des prédictions avec les signes de zodiaque, ça ne vaut pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'humanité, ben, d'après moi, toi? selon moi, c'est une autre des traces que les éléments ont laissées aux anciens pour que quand le temps serait venu des messages,
on puisse les reconnaître. Ah, c'était ça. C'est un peu comme, tu sais, comment ça se fait que des êtres primitifs qui n'avaient même pas développé de lunettes, Ouais. de télescopes, puissent savoir toutes les étoiles, comment ils sont connectés, puis tout ça. Euh, puis qui arrange ça en 12, divisé ça en 12 signes du zodiaque, tout ça. Moi, je pense que c'était voulu par les Elohim, puis qu'il y a un passage dans la Bible là, qu'on a lu tantôt. Il est fort, il est fort, le Seigneur, il connaît les étoiles, il leur donne un nom. Moi, je pense que c'était justement pour en mettre un peu aux anciens pour que ça se transmette, pour qu'ils laissent des traces. Puis les signes du zodiaque, c'est un peu la même chose, pour que quelqu'un d'intelligent, de curieux, il se pose des questions. C'est comme les pyramides, les grosses pierres de plusieurs tonnes qui sont empilées, des Ouais. dizaines de milliers de pierres. Mm. Comment ça se fait que des primitifs auraient fait ça sans machine? Euh, pour un tombeau, ça n'a pas d'allure, tu comprends? Fait que ça aide les gens à réfléchir, comme le Machu Picchu au Pérou, puis ceux qui ont déjà vu ça, c'est fantastique. Les pierres là, taillées, on aurait de la misère à les tailler aussi précisément aujourd'hui. Puis c'est la même chose au Mexique, à Teotihuacan et plein de places dans le monde. Ben, ça fait partie de ça, des traces que les élèves m'ont laissées, selon moi, là, c'est mon interprétation personnelle, là, que les élèves m'ont laissées pour qu'on se pose des questions, puis un jour, quand on a la clé, on a le plan des messages, c'est comme le plan du casse-tête, tous les morceaux, on leur place. Mais avec les plans qu'on nous donnait, l'évolution, les morceaux ne fitaient pas. Avec les plans des bons dieux à barbe blanche sur un nuage, les morceaux ne fitaient pas. Mais là, le plan des messages, tout trouve sa place. Wow! Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a attiré le plus au début. Puis après ça, ben, j'ai découvert des gens extraordinaires comme vous, d'habilités différentes, des artistes, des, euh, des gens pleins d'amour. Wow! Ça, c'est un bonus. Toutes les clés, puis tout ça. Mais au début, moi, ce qui m'a attiré, c'est la vision panoramique où tous les morceaux du casse-tête ont leur place parfaite dans l'ensemble. Alors, ça, pour moi, c'est fantastique. Les 12 signes du zodiaque, c'est peut-être un rapport avec les 12 mois de l'année. Ah, il y a quelque chose, les Elohim, tu vois, comme par exemple, on divise une minute en 60 secondes, Ouais. puis il y a 60 minutes dans une heure. Pourquoi c'est comme ça? Ça aurait pu être des multiples de 100, de 10, Ouais. mais non, 60, ça se divise très bien. 60, ça se divise en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois? Alors, c'est plus facile à diviser. Ça se divise par les 6 premiers nombres. Alors, quand tu fais des groupes comme ça, puis tu divises par groupe de 60, c'est plus facile à diviser en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Fait que, selon moi, je ne suis pas un expert en numérologie puis en trucs comme ça, là, c'est. euh, mais c'est. Puis on a 10 doigts, puis 10, c'est utile aussi. On a utilisé ça comme le système pour les nombres. C'est bon aussi. Différentes façons d'utilité. Mais si on avait divisé en 10, tu comprends? Comme si tu divises en 60, le symbole de l'infini, ben, c'est un hexagone, il y a 6 pointes. Ouais. Alors que c'est 6. Fait que ça peut correspondre si au signe du zodiaque. Peut-être un jour, on va trouver des liens entre ça et les constellations. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, là, tu comprends? Mais euh, c'est très, c'est très brillant d'avoir divisé ça en 12. C'est comme le chiffre 7. Il y en a partout. 7 notes de musique, 7 fois la vitesse de la lumière. Enfin, 7, il y en a beaucoup de chiffres 7. Ah ouais, Maitreya avait dit, je pense que c'est écrit quelque part aussi, tout est mathématique. Ouais, tout est mathématique. Tout est mathématique. Tout dans l'infini est mathématique. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou un commentaire? Mais non, c'est bon. Moi, André, j'aimerais Il y a une savoir. question dans le chat, Do. Ah, il y a quelqu'un dans le chat? Il y a une question dans le chat, Do, que je viens de voir, je pense. OK, je vais aller voir ça. C'est Roland. Une question dans le chat d'eau parce qu'elle était dans ton dos.
C'est Roland. Est-ce que tu veux la poser verbalement, mon cher Roland? Ce serait peut-être plus facile. D'accord, vous m'entendez? OK. En fait, c'est nous qui avons peu de connaissances scientifiques, en tout cas à hauteur des tiennes, pour contester ces éléments-là. Qu'est-ce que fait, à ton avis, en résumé, des arguments, pas des arguments, mais les éléments à soulever sans commencer à argumenter, parce que là, c'est un langage de sourd, là, avec les personnes qui accepteraient de discuter de ce sujet pour les aider à remettre en question cette arnaque. Je sais pas, est-ce que ma question est claire? Oui, la question est claire, la réponse est difficile. La clé dans ta question, selon moi, c'est si la personne, faut qu'elle veuille réfléchir par elle-même. C'est un peu la même chose que pour les messages. Une personne qui écoute les nouvelles Radio-Canada et est convaincue que c'est eux autres qui ont la vérité, ben, il n'y a rien à faire avec eux autres, ils ne sont pas prêts. C'est comme ceux-là qui croient à l'évolution, puis non, 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 les scientifiques disent ça, bon, OK, ils ne sont pas prêts. Mais les gens qui croient que c'est vrai, c'est bizarre. Ah, déjà, mais moi, je pense, le plus facile, c'est la page sur les ordres de grandeur. C'est que le CO2, là, a augmenté de 0,01% de toute l'atmosphère. Fait que là, tu essaies de me faire croire que 0,01% peut avoir des effets de plusieurs pourcents. Déjà, c'est pas très crédible. Puis là, quand tu rajoutes des océans, parce que les deux sont liés, si l'atmosphère est plus chaude, les océans sont plus chauds, ben là, c'est 1000 fois plus. Fait que là, tu es rendu pas un problème de 1%, tu es un problème d'1 sur 100 000. Mais vérifie toi-même les calculs. Va voir avec des scientifiques, des ingénieurs. Puis là, tu peux aussi utiliser, parce que les autres, c'est des arguments d'autorité. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, il y a les 1600 scientifiques, le groupe là, qui commence à parler avec des prix Nobel. Tu peux leur dire ça, mais croire ces scientifiques-là ou d'autres, croire les scientifiques qu'on nous présente à Radio-Canada, c'est de la croyance, comprends? Fait que ça, je sais pas, mais si quelqu'un a un processus d'éveil, moi, je pense qu'il faut réfléchir par soi-même. C'est comme les messages. On ne peut pas convaincre les autres. Mais quelqu'un qui est assez curieux, qui commence à avoir des doutes, puis il va lire les messages, puis il faut qu'il comprenne par lui-même, puis qu'il fasse les liens lui-même. On peut l'aider à trouver des sources d'informations pour faire les liens, mais on ne peut pas faire les liens pour lui ou pour elle. Ben, moi, je pense un peu la même chose. Moi, je connais plein d'ingénieurs, ils ont tout ce qu'il faut pour comprendre, mais non, 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 c'est un Rhénien qui me dit ça, c'est sûr que c'est pas vrai. Moi, je crois à Radio-Canada, eux autres sont plus crédibles, tu comprends? Fait que tant qu'ils sont dans ce mode-là, ils sont pas prêts. Je peux rien faire pour eux. Mais s'ils commencent à poser des questions, parce que, bon, en tout cas, c'est une façon, je dis pas c'est la meilleure, ça en serait une, de réfléchir sur les ordres de grandeur. Tu peux lui donner l'article des 1600 scientifiques. Puis il y a des prix Nobel là-dedans qui disent que c'est des tops qui disent qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Puis là, tu peux sortir les trucs qu'Al Gore disait en 2001, qui prévisaient des catastrophes qui ne sont pas arrivées. Fait que, puis là, tu peux prendre plein des arguments que j'ai dit là, sans tomber trop dans la science, genre, ils ne réussissent pas à prédire la météo demain. Puis là, ils disent ce qui va se passer dans 30 ans. Oui, ça c'est un argument très simple. Mais il faut que la personne puisse réfléchir par elle-même. Puis même, l'argument de l'argent, on peut dire, il y a de l'argent beaucoup derrière le pétrole aussi. Fait qu'il y a des intérêts financiers pour essayer de dire que le CO2, non, c'est pas vrai. Fait que, il y en a beaucoup d'ailleurs des pro-urgence climatique. Ils essayent d'utiliser cet argument-là. Oh non, c'est l'argent des compagnies de pétrole qui payent ces scientifiques-là à dire ça. Fait qu'il y a de l'argent des deux côtés. Ouais. Il y a de la corruption des deux côtés. Alors, ce qu'il faut, c'est utiliser les faits
Puis là, ben, ça prend un petit peu de science. C'est un peu comme aussi la Terre plate. Ben, la Terre plate, là, c'est tellement con. Quelqu'un qui a un petit peu de connaissances en géographie, en physique, il y a des milliers, voire des centaines de milliers de preuves que la Terre ne peut pas être plate pour expliquer le climat, pour expliquer les variations des saisons, pour expliquer l'ensoleillement et tout ça. Mais quelqu'un qui ne veut pas comprendre, il se fie juste à une photo là, qu'on voit que c'est plat. Ben, regarde, il faut que tu ailles un peu de science, puis là, tu regardes les lois de la mécanique de Newton, puis tout ça. Tu sais, ça prend un peu de science pour comprendre. Hein? Tout homme est abruti faute de science. Mais on n'a pas besoin d'être des top scientifiques, mais il faut quand même avoir un esprit critique et je pense les ordres de grandeur. Toujours voir les ordres de grandeur. C'est comme quand quelqu'un te dit moi, si un camion me rentre dedans à pleine vitesse, je vais rentrer dedans, puis je vais le tenir, le camion. Ben non, parce que tu calcules les masses puis les ordres de grandeur, là, puis l'énergie cinétique dans les deux cas, là, puis tu vas voir, ah non, non, le camion, là, mettons, c'est un 30 tonnes, là, c'est 50 000 livres, là, 60 000 livres, toi, tu pèses 200 livres, là, ben, tu ne feras pas le poids. Même si vous avez la même vitesse, là, les ordres de grandeur fait que ça ne marche pas. Ben, c'est ça, les ordres de grandeur, de comprendre les proportions entre les choses. Il y a des choses qu'on peut comprendre, non, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, c'est négligeable, ça. Ben là, si tu montes à la personne, ben, le CO2 a augmenté de 0,009% en 100 ans ou 0,01%. Puis là, tu calcules la capacité calorifique des océans pour monter, puis là, tu es 100 000 fois off. 100 000 fois off, là. OK, tu as besoin de. C'est pas ton 0,01% là, qui va faire ça, là. Il faut que tu réfléchisses par toi-même. C'est comme la personne qui rentre dans le camion, là, tu sais. Il faut avoir un gros bon sens de base, là. Mais ça, c'est pas donné à tous. Ben, quelqu'un qui s'y intéresse, si je peux me permettre, euh, est-ce qu'il y a soit un site ou un endroit quelque part qui reprendrait un peu tes propos, là, mais qu'on pourrait donner comme référence? Va voir à cet endroit-là. Ben, ce que je pense faire, là, je ne sais pas si je vais avoir l'approbation de Nadia, par exemple, mais moi, ma présentation, je penserais la mettre sur Facebook, là, dans notre page, là, Canadian Railian Movement, là, Un actif. active là, pour les membres de la structure. Mais même à la limite, on pourrait la mettre sur la page Canadian Railian Movement. Comme ça, elle est disponible. Moi, je vais la mettre sur mon Google Drive. Puis là, je vais le mettre le lien. N'importe qui a le lien peut le télécharger. Puis on pourrait diffuser avec ça si vous voulez. Ça serait une façon, effectivement. Lis ça, puis après ça, on pourra en discuter, mettons. Mais ça serait une façon. Mais en tout cas, moi, je vais mettre ma présentation disponible sur mon Google Drive. Je vais envoyer le lien à Donald s'il veut l'envoyer à tout le monde. Fait que là, les gens pourront télécharger la présentation puis la partager. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas mettre une présentation. Moi, je sais qu'en passant sur Google Drive, en mettant le lien, on peut partager le lien, ça marche. Mais je ne pense pas que je peux mettre la présentation sur Facebook. Mais ça va être enregistré. Peut-être qu'on va faire une vidéo avec ça, je ne sais pas, public aussi. Ça, je ne sais pas. Merci, André. S'il n'y a personne d'autre, je reposerai une autre question à André. Ben, les amis, le temps file. On avait prévu arrêter aux alentours de 9 h ce soir, à moins que tout le monde veuille continuer, mais sinon, j'inviterai André peut-être à nous faire une petite conclusion pour terminer. À moins que ça soit très bref, mon cher Jean-Claude. Je pense Oui, c'est très bref. C'est très avoir bref. un petit peu de fatigue. Oui, non, c'est très bref. C'est juste un commentaire, André, tu dois le savoir, en ce qui concerne le réchauffement climatique, quand il parlait que toutes les villes qui sont au bord des océans seraient inondées par la montée des eaux, la montée des océans. Or, il y avait un scientifique qui disait qui était au contraire, évidemment, dans le même discours que toi, qui disait que comment ça se fait que les compagnies d'assurance qui garantissent pendant 15 ans, 20 ans
des millions de villes autour de la planète, si elles étaient convaincues que les eaux vont monter, jamais ils donneraient des assurances pour 15-20 ans. C'était un premier point. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un scientifique qui avait parlé de ça. Et puis en ce qui concerne aussi ton document pour les 1600 scientifiques, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais nous l'envoyer? Je ne sais pas, même si c'est en anglais, après on peut le traduire en français, ça serait peut-être un argument assez intéressant. Dans la présentation, vous allez avoir l'article, mais vous pouvez chercher même sur Google pour ça, OK. ou Brave ou n'importe quoi, 1600 scientifiques, climat, puis là, vous allez le trouver, c'est en français que je l'ai mis dans la présentation, je l'ai trouvé en anglais en premier, là, mais OK. et puis pour les trucs de oui, c'est comme tu sais, Barack Obama qui faisait la promotion de l'urgence climatique, puis Bill Gates, tout ça, ben, ils s'achètent des grosses villas de plusieurs millions sur le bord de l'eau. Hein? Alors, tu sais, on voit les Pinocchio, hein? Alors, c'est bon. Fait qu'on va arrêter pour les questions. Il y a Fait Hélène ben, qui avait une question pour vous. Qui? Hélène a une main levée. Là. Vas-y, Hélène. En fait, c'est moi qui avais la question. Les intérêts financiers de ceux qui essaient de nous faire croire ces choses-là, c'est pour nous vendre quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs intérêts? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir exactement? Alors ça pourrait être tout un autre débat, mais si tu comprends qui contrôle la planète, là, c'est ceux qui impriment l'argent, les grands banquiers du monde, les grandes familles riches qui impriment l'argent pour les pays, puis c'est des banques privées, puis ils impriment l'argent pour les gouvernements qui sont endettés, ils passent cet argent-là avec intérêt, fait qu'eux l'impriment, ça leur coûte presque rien. Ils le passent au gouvernement avec intérêt, qui paye les intérêts, c'est le petit peuple avec leurs taxes. Ben, c'est eux donc, qui contrôlent la planète, ils contrôlent les politiciens, tout le monde occidental, entre autres. Puis, c'est un des éléments du Forum économique mondial pour contrôler les gens. Le COVID, c'en est un autre. Les peurs. Ça crée des peurs, ça fait que les gens sont plus contrôlables. Mais je n'irai pas trop loin là-dedans. Là, ça pourrait être tout un débat politique. Puis moi, j'ai fouillé un peu beaucoup ça, puis j'ai des opinions là-dessus qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être d'accord, mais suivez ce que Maitreya partage aussi, puis allez voir les Elohim Leaks, ça va vous donner une idée de comment ce monde est contrôlé. Qui sont derrière les guerres? C'est les mêmes, hein? C'est tous les mêmes qui contrôlent les marionnettes. Joe Biden, Macron, Trudeau, c'est juste des pantins, ça. Puis ils les contrôlent ou bien avec de l'argent, ou bien avec du chantage, ou bien avec les deux. Puis ils ont des trucs sur eux, puis il y a de la pédophilie là-dedans, puis en tout cas, c'est compliqué. Mais je n'irai pas trop en détail ce soir, mais on n'est pas mené par des génocrates. Ces gens-là qui contrôlent l'humanité, des trillionnaires, qui contrôlent les banques, ils n'ont pas d'amour pour les êtres humains. Ils veulent réduire la population. Nous, on veut le faire par intelligence, par arrêter d'avoir trop d'enfants. Eux, ils veulent le faire en assassinant les gens, en les tuant, en faisant plein de choses. Fait que, est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de ces gens-là? Je ne sais pas. Moi, je garde espoir. Bon, ben, pour conclusion, ben, c'était juste pour vous dire que nous, on sait comme Aurélien, on a la vision globale, on a la vision panoramique, on a le messager des Elohim qui nous guide dans ses histoires, hein, comme il nous a guidés à travers l'histoire du COVID et des vaccins COVID, puis il nous a guidés avec le réchauffement climatique qui dit que c'est fantoche. Comme d'ailleurs, les Elohim savaient qu'on utiliserait le pétrole comme source d'énergie pendant longtemps. Ils savaient que ça ne causerait pas de problème, tu comprends? Si ça aurait causé un problème, des catastrophes, il aurait influencé l'humanité autrement, tu comprends? Ça ne tient pas la route. Nous, comme Braliens, on le sait. On est chanceux, on est privilégiés. Puis on sait que rien n'est constant dans l'univers.
puis que ça prend la génocratie. Mais la génocratie, moi, selon moi, elle va se faire après l'arrivée des Élohim. Fait qu'il faut faire la paix, faut continuer ce qu'on fait, la méditation pour la paix, diffuser les messages, donner de l'amour autour de nous. Puis peut-être que la conscience planétaire va augmenter, puis qui va faire que le monde va arrêter d'embarquer dans ces guerres-là, va arrêter d'embarquer dans ces bateaux complètement vides, creux, de, de médiatique. D'ailleurs, il y a de l'espoir. De moins en moins de gens écoutent les grands médias, la télé, les journaux. Ils ont des problèmes financiers. Le gouvernement est obligé de les financer. C'est pour ça que c'est rendu de la propagande du gouvernement. Fait que, il n'y a rien à attendre d'eux. Il faut développer l'habilité de tout le monde d'aller écouter l'autre point de vue puis réfléchir par soi-même. Et puis, je pense, vous, les Raéliens, nous, les Raéliens, on a fait ça depuis le début. On s'est fait attaquer, on s'est fait ridiculiser, mais on a réfléchi par nous-mêmes, on est allé lire, on a réfléchi, on est allé vérifier des trucs, puis là, wow, qu'est-ce qui est la meilleure explication? Ben, c'est de même un peu partout. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'alternative à réfléchir par soi-même. Parce qu'il y a très peu de gens qu'on peut se fier. Moi, je me fie aux Elohim et à leurs prophètes. Puis à l'amour. Je vous aime. Ça m'a Merci fait beaucoup, un André. privilège d'être avec vous. Merci beaucoup, André, pour ton exposé rempli de sagesse et de connaissances. Merci spécialement aussi à notre technicien Simon qui a bien voulu, qui a accepté tout de suite de nous supporter dans cette soirée philo-sciences. On se donne rendez-vous pour peut-être pour le prochain mois. On a encore des bonnes idées à vous proposer. Alors, merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit, votre amour. Puis, passez une belle soirée, une belle nuit. Je vous aime. À la prochaine. Bye tout le monde. Peut-être qu'on peut rester, Simon et André, peut-être une minute ou deux ensemble.